Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je suis Alexa Brzezinski, je suis ostéopathe. J'ai une double, voire une triple activité. Je travaille au CMCO et à l'hôpital de Haute-Pierre en service de gynécologie obstétrique. J'ai mon cabinet à la maison du Périnée, place Kléber, et puis je suis enseignante aussi à l'école d'ostéo. Donc voilà, pour l'absence de partenariat entre l'école d'ostéo et l'association, il y a des choses effectivement à améliorer, et pour ça il faut que je forme les élèves. Et ça fait partie de... voilà, mais c'est pas moi qui décide. Voilà, je ne suis pas décideuse dans ce process. Donc moi j'ai une approche un peu particulière. Je vais faire un petit pas de côté en fait sur l'approche de l'infertilité, parce que c'est ultra médicalisé quand on est dans un parcours de procréation médicalement assistée. Et cette ultra médicalisation, elle a tendance à mettre de côté un petit peu tout le reste. Et dans le reste, il y a le corps, l'abord du corps, la relation au corps, la perception du corps, la relation des deux corps quand on est en couple. Donc c'est là-dessus que moi je regarde, j'accompagne et j'essaye d'aider au maximum les couples ou les femmes seules qui viennent me voir. Donc je vous parle avec mon expérience et puis tout un tas de DU, parce que j'aime bien faire des DU, donc j'ai un regard aussi très universitaire et médical sur tout ce que je vais vous dire. Vers le bas. Alors, il y a quelques notions à connaître en ostéopathie parce que voilà, vous n'êtes pas tous forcément du milieu médical ou paramédical. L'ostéopathie, c'est une approche manuelle non médicamenteuse et ce qu'on appelle en première intention. En première intention, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance ou un conseil de la part d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé. Vous êtes libre d'aller voir votre ostéopathe comme vous le voulez. Donc on utilise nos mains pour le diagnostic et le traitement. On prend en compte les relations entre le corps, l'esprit, la raison, la santé et la maladie. Et on met vraiment l'accent sur l'intégrité structurelle et fonctionnelle du corps et la tendance intrinsèque de l'organisme à s'auto-guérir. Alors ça fait un peu perché comme définition, mais le but du jeu, c'est d'aider le corps à fonctionner de façon le plus autonome et la plus saine possible. Donc on utilise une grande variété de techniques pour justement améliorer les fonctions physiologiques du corps ou soutenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre intrinsèque du corps. Donc on va utiliser des techniques pour travailler sur les structures squelettiques, sur les structures viscérales, sur les structures neurologiques et sur les structures vasculaires. Donc on utilise nos connaissances des relations entre les structures donc mécaniques et puis les fonctions des différents organes sous-tendus pour optimiser toutes les capacités du corps à s'auto-réguler, à s'auto-guérir. Donc c'est une approche qui est considérée comme holistique. Holistique, ça ne veut pas du tout dire ésotérique, hein, c'est pas la même chose. Holistique, c'est de façon globale. On part du principe que le patient, c'est un être humain qui constitue une unité fonctionnelle dynamique et dans laquelle toutes les parties sont reliées entre elles. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, l'ostéopathie, c'est une approche complémentaire, elle ne se substitue pas du tout à une approche médicale pour aider à la fertilité. Donc, je vous ai mis ce schéma-là parce que nous, on part de ça en fait. On part surtout de la vascularisation. On voit nos organes pelviens, en tout cas chez la femme, ils sont très richement vascularisés d'un point de vue artériel, veineux et lymphatique. Et qu'en ostéopathie, c'est ce qu'on va essayer d'améliorer au maximum la vascularisation. C'est le fonctionnement optimal des ovaires et de l'utérus, il est régi par une vascularisation de qualité. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse en ostéopathie. Toute rigidité et toute perte de mobilité à cet endroit-là, ça va être préjudiciable pour la vascularisation, donc pour le fonctionnement optimal de ces zones-là.
Je vous ai mis ça. Moi, j'aime bien regarder, c'est les hystérosalpingographies. Très souvent, quand on fait... Alors, celle-là, elle n'est pas correcte. Hein, il manque une trompe et celle qui montre sa perméabilité est vraiment altérée. Mais très souvent, quand on regarde une hystérosalpingographie, on va vous dire, bah oui, perméabilité tubaire, remplissage, ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir où il est, cet utérus. Où est-ce qu'il est situé? Et là, quand on voit celui-là, eh ben, d'un point de vue cartographie, moi, ça m'intéresse énormément parce que je vois il est complètement basculé sur la gauche. Alors, soit qu'est-ce qui le pousse à gauche, qu'est-ce qui le tire complètement? C'est intéressant d'essayer de comprendre d'un point de vue mécanique, fonctionnel et équilibre du petit bassin, qu'est-ce qui se passe là. En tout cas, quand on regarde un utérus comme ça, vu sa localisation et vu l'impact que ça a au niveau des trompes, de dire ok, un utérus qui est complètement sur le côté et latéralisé, comment il est vascularisé, comment fonctionne sa vascularisation et comment on peut l'améliorer pour lui rendre une fonctionnalité optimale. Et en gros aussi, ce qui pourrait nous intéresser, c'est voir qu'est-ce qui l'empêche, cet utérus, d'être au centre et de pouvoir s'adapter aussi bien côté droit que côté gauche. Ce que je dis souvent à mes patientes, c'est que voilà, un utérus qui est complètement sous tension, latéralisé, et puis des fois on en trouve vraiment qui sont complètement en torsion, c'est comme un hamac qui serait beaucoup trop tendu. Si vous voulez vous installer dans un hamac, vous n'allez pas choisir celui qui est complètement tendu ou complètement vrillé. C'est bien logique. Il faut quelque chose, un support souple, confortable, adaptable et mobile. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire en ostéopathie. Pour une fertilité spontanée ou induite, hein, peu importe, ce que j'aime bien expliquer, c'est que voilà, si mon tronc représente l'utérus, mes bras les trompes et mes poings les ovaires, il faut vraiment qu'il y ait une mobilité correcte en permanence pour que d'un point de vue physiologique, la mobilité des trompes soit la meilleure possible afin que le spermatozoïde puisse rencontrer l'ovocyte dans le tiers extérieur de la trompe et que l'embryon puisse s'insérer et s'implanter dans le corps au niveau de l'endomètre. Donc la mobilité, c'est vraiment quelque chose que l'on va vraiment rechercher. C'est quelque chose qui, d'un point de vue médical, ne va pas du tout être investigué. On va regarder, vous avez un utérus, oui, non. Est-ce qu'il est intègre? Oui, non. Est-ce qu'il est fonctionnel? Bon, il y a différentes façons d'évaluer, mais est-ce qu'il est mobile? C'est quelque chose qui n'est pas du tout recherché dans le monde médical. Là, je vous ai mis ça pour vous parler un petit peu aussi, toujours dans cette idée de mobilité, concernant les adhérences pelviennes. Donc, les adhérences, elles ont plusieurs origines, hein, que ce soit des origines infectieuses, comme que ce soit des salpingites, infections à chlamydia. Ça peut avoir des origines chirurgicales. N'importe quelle célioscopie va créer des adhérences, des grossesses extra-utérines, des cicatrices de césarienne, d'ablation de kystes, des appendicectomies. Et puis ce qui est le plus connu et que l'on voit un petit peu sur la photo, sur le dessin de gauche, ça va être la présence d'endométriose qui vont créer, les foyers d'endométriose vont créer des restrictions de mobilité et des adhérences sur tous les organes aux alentours. Toute adhérence est un obstacle vraiment à la fertilité naturelle et spontanée. À l'extrême, on retrouve des femmes qui vont avoir ce qu'on appelle un frozen pelvis, donc c'est vraiment des organes du petit bassin qui sont complètement emberlificotés dans une nappe fibreuse, comme des toiles d'araignée, hein, c'est vraiment, si vous avez vu Spider-Man, vous voyez ces toiles d'araignée qui viennent complètement tout figer au niveau du petit bassin et qui font, ces adhérences font perdre toute mobilité à la vessie, au rectum, au vagin, à l'utérus, aux trompes et aux ovaires. Donc on ne peut pas leur demander d'avoir une efficacité fonctionnelle optimale si plus rien ne bouge.
Et chez ces femmes-là, on peut avoir aussi des ovaires qui perdent complètement leur localisation habituelle. Ils peuvent se retrouver complètement derrière le corps de l'utérus ou complètement ascensionnés d'un côté. Et du coup, que ce soit sur une fertilité spontanée ou dans un parcours de procréation médicalement assistée, on va aller vers des ponctions ovariennes. Même le fait de ponctionner au niveau ovarien sur des patientes comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, plus douloureux et avec un taux d'échec plus important. Donc, le but de la prise en charge, c'est de restaurer la mobilité des trompes, des ovaires, de l'utérus pour favoriser non seulement la perfusion sanguine, le retour veineux, tout ce qui est drainage lymphatique et optimiser les fonctions reproductives spontanées ou induites. Le traitement, il se fait aussi bien d'un point de vue local, donc directement au niveau utérus, trompe, ovaire, d'un point de vue régional pour toute la sphère du bas-ventre, aussi bien osseuse, viscérale que digestive, et d'un point de vue beaucoup plus global, je vous l'expliquerai après, dans ce qui concerne le modèle biopsychosocial. Donc, souvent, vous entendrez dire qu'on peut, avec nos mains, travailler les adhérences. Non, quand on voit la taille et l'épaisseur des adhérences, et qu'en fait, la seule façon de lever des adhérences, c'est vraiment chirurgical. Il faut utiliser des instruments chirurgicaux assez puissants. Donc, avec nos mains, on n'enlève pas les adhérences. On permet aux organes autour de gagner en mobilité, mais on ne retire pas les adhérences. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après n'importe quelle chirurgie, plus on va travailler tôt en thérapie manuelle sur les différents plans de glissement, moins on va avoir d'adhérence. Ça, c'est sûr. Donc, on redonne une mobilité qui va induire forcément une amélioration de la microcirculation loco-régionale, ce qui va créer, en fonction des profils des femmes, moins de pesanteur pelvienne, des règles moins douloureuses, avec moins de caillots lors des règles, un écoulement sanguin beaucoup plus fluide, moins de douleur au rapport sexuel, une amélioration du transit, une amélioration des cycles en termes de régularité, de perception, de sécrétion vaginale et de lubrification. Donc là, je vais vous parler du modèle biopsychosocial. Ce concept, il est très, très intéressant parce que c'est un modèle théorique, mais surtout un outil clinique. Chaque facteur, donc le facteur biologique, le facteur socioculturel, le facteur psychologique, c'est considéré sur un même pied d'égalité et chaque domaine va être non seulement impacté mais aussi co-responsable en matière d'infertilité. Il est du devoir de tout thérapeute qui s'intéresse aux couples infertiles ou aux femmes seules dans leur parcours d'infertilité de prendre en considération vraiment la complexité des interactions de ces différents systèmes. Donc toute prise en charge ne doit pas être axée que sur le biologique, sinon on passe vraiment à côté de tout un tas de facteurs très importants. La part psychologique, moi, c'est ce qui m'anime le plus, et faire le pont entre le corps et la psyché, c'est ce qui me motive à aller travailler tous les jours. Je trouve ça vraiment passionnant. D'un point de vue pragmatique, des fois dans les histoires des femmes que je vois en consultation, on ne retrouve pas forcément de chirurgie, on ne retrouve pas forcément d'endométriose ou d'antécédents infectieux, mais par contre les tissus sont complètement figés et sont en perte de mouvement. Ce qui veut dire qu'il y a autre chose qui va induire aussi du figement. Et ce qui induit le plus le figement, c'est tous les traumatismes que l'on a pu vivre. Donc le risque, c'est que la technomédicalisation de la procréation ne doit pas mettre de côté les pistes intrapsychiques de l'infertilité. Et ce qui est là aussi, ce qu'il faut regarder, je fais un pont qui peut être un peu curieux, mais si on regarde les taux de réussite en matière d'insémination dans les élevages animaliers, on est à peu près à 70% de réussite sur des inséminations, je ne parle même pas de FIV, sur des inséminations dans les élevages bovins, et à peu près à 90%
de taux de réussite dans les inséminations, dans les élevages porcins. Alors, non pas que je nous compare à ça, mais c'est dire que chez nous, en tant qu'être humain, il y a autre chose qui se joue dans l'idée de procréer et de transmettre. Il y a tous les fantasmes que l'on a sur notre avenir, toutes les projections que l'on a sur nos enfants, tous nos liens familiaux, tous nos contextes de vie. Et c'est important de regarder aussi comment tout ce système s'équilibre. Là aussi, ce que je dis souvent, c'est que pour réussir à faire un enfant, il faut être deux, mais pour ne pas réussir à faire un enfant, il faut être deux. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment regarder et prendre en considération le couple. Très souvent, pour les couples hétérosexuels, l'homme est vraiment mis de côté et sert vraiment de donneur de gamètes, ce qui est une souffrance terrible. Il y a vraiment énormément de séparation et de difficultés de couple dans les parcours de procréation médicalement assistée. Et c'est souvent lié au fait aussi que l'homme est complètement mis de côté et utilisé uniquement comme un réservoir à gamètes et non pas comme un co-auteur, un co-responsable de la qualité de la fertilité du couple. En tout cas, voilà, ne prendre en charge d'un point de vue purement médical en étant réduit à des bilans hormonaux, à la taille d'ovocytes, à des horaires d'injection de stimulants ou un état des lieux purement hormonal, c'est vraiment passer à côté de choses assez essentielles. Donc voilà, ce qu'on doit retirer de cette information-là, c'est que s'intéresser aux deux coparents, c'est vraiment fondamental. Donc, je vous fais un petit laïus sur moi, ce qui m'anime le plus dans ma pratique, c'est tout ce qui est approche psychosomatique, qui est un abord vraiment particulier de la sphère pelvienne, parce que c'est un lieu de somatisation vraiment essentiel. Donc quand on parle de symptômes psychosomatiques, on va souvent se focaliser sur la première partie du mot psychosomatique, et les femmes vont dire mais c'est pas dans ma tête. Non, effectivement, c'est pas dans votre tête, ce qui ne veut pas dire que la tête n'a pas de co-responsabilité dans ce qui se passe. On voit bien, il y a une grande partie des couples que je vois en parcours de procréation médicalement assistée où on ne retrouve pas de cause d'infertilité. Donc ça veut dire que ce n'est pas que mécanique. Donc il y a le discours de la psyché, il y a le discours du corps et parfois l'un va prendre le relais de l'autre quand celui-ci ne parvient plus du tout à s'exprimer. Donc, face à des événements compliqués, à des traumatismes, si des mots n'ont pas pu être posés en raison d'un interdit, d'un déni, ou si aucun mot n'était assez fort pour verbaliser la souffrance, le corps va vraiment prendre le relais et par le biais de la douleur, de symptômes, le corps s'exprime et l'infertilité peut être vue aussi comme un symptôme. Donc la sphère gynéco, c'est une zone qui est vraiment particulièrement concernée par la somatisation. C'est une zone de pénétration à tout point de vue, d'un point de vue sexuel, mais aussi médical. C'est une zone intime qui est celle du plaisir ou de la souffrance en cas de vécu de violence sexuelle ou de violence gynécologique. La sphère gynéco, c'est donc un lieu de somatisation privilégié. Et notre utérus, c'est aussi notre lieu, c'est le lieu symbolique d'où l'on vient, mais c'est le lieu aussi où on donne la vie. En tant que femme, il nous met en lien avec toute notre lignée, aussi bien ascendante comme descendante. Et en fonction des traumas qu'ont vécu les femmes de la lignée, que ce soit des mémoires qui puissent s'y imprimer ou même soi-même, on peut avoir du coup des symptômes qui vont s'exprimer en termes de douleur et d'incapacité à nous reproduire. Et d'un point de vue, là aussi, médical, la prise en charge, elle est vraiment très axée dans un parcours de PMA. On sait bien à quel point cette zone pelvienne, elle est ultra visitée encore et encore. Et quand on a soi-même vécu des violences, toute cette prise en charge en termes de ponction, de pose de sonde, et tous les monitorages d'ovulation, ça peut vraiment créer des reviviscences et réveiller une mémoire traumatique qui est sensibilisée. Alors, je vous ai mis quelques infos là-dessus, parce que je ne suis pas la seule à m'être penchée sur la question, savoir est-ce qu'il y avait des liens entre l'infertilité, les difficultés d'avoir des enfants et des vécus de ce qu'on appelle Adverse Childhood Experiences. C'est tous les événements
traumatisants dans l'enfance en termes de maltraitance physique, psychologique, abandon, violence sexuelle, inceste. Voilà. Donc on retrouve vraiment un lien très très fort entre l'infertilité, les fausses couches à répétition et les femmes qui ont vécu des traumas, notamment dans l'enfance. Autre lien sur lequel il faut être vigilant, c'est le fait d'être infertile prédispose à choisir des partenaires violents, et le fait d'être avec un partenaire, tout est noté, le fait d'être avec un partenaire violent va induire aussi des risques supplémentaires de souffrir d'infertilité, de maladies sexuellement transmissibles qui vont impacter la fertilité, et d'avoir des fausses couches, ou en tout cas d'être en parcours de procréation médicalement assistée. Ce qui fait que c'est des choses qu'il faut systématiquement avoir dans notre esprit quand on accompagne des couples infertiles. Là où je trouve qu'en ostéopathie, on a vraiment une action à mener, c'est qu'on sait que les femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée ont un taux d'anxiété vraiment supérieur à la moyenne. Et vous savez qu'avec nos sécrétions hormonales de stress, ça a une induction négative sur nos capacités de reproduction. Donc c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. On est stressé de ne pas réussir à avoir un enfant. Et plus on va attendre de réussir d'être enceinte, plus notre niveau d'anxiété va augmenter, plus notre fertilité va diminuer. Donc il y a des échelles d'évaluation, ça s'appelle le Fertiscol, qui permet vraiment d'avoir de calculer cet impact en termes d'anxiété et de dépression chez les femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée. Et plus le parcours va être long et semé d'embûches et d'échecs, plus le niveau d'anxiété et d'angoisse va augmenter, et donc plus son niveau de fertilité va diminuer. Les échelles de qualité de vie, elles s'intéressent à tous les pans de la qualité de vie, que ce soit au niveau vie personnelle, vie sexuelle, qualité de sommeil, de digestion, vie sociale, vie professionnelle. Donc tout est évalué, et donc tous ces facteurs-là sont vraiment diminués lorsqu'on est en parcours de procréation médicalement assistée. Et en ostéopathie, je vous ai mis ces études qui sont sorties juste pour un petit focus. C'est que voilà, nous on est capable de mesurer justement les effets de l'ostéopathie par ces échelles de qualité de vie pour diminuer les symptômes de stress, d'anxiété et de dépression. Parce que je vous dise des choses, vous êtes libre de me croire, mais en tout cas, il y a des publications. Donc, les buts de la prise en charge en ostéo, c'est le dépistage systématique des antécédents de violence. Ça, c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé et de l'OMS, hein, qui recommande, en termes de bonnes pratiques, à tous les soignants de faire un dépistage systématique des violences, tant physiques, psychologiques que sexuelles, que les femmes ont pu avoir, et de mettre en place des prises en charge et des traitements adaptés. En ostéopathie, vu là, le côté global de la prise en charge, ça permet d'avoir une reconnexion au niveau du corps, une diminution des facteurs stressants liés au traitement, une amélioration des paramètres de qualité de vie que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont évalués par l'échelle Fertiscol. Ça permet aussi une amélioration et une normalisation des cycles et les améliorations des paramètres de mobilité, comme tout ce qui est utérus, trompe ovaire, on peut rajouter vessie et intestin, l'amélioration de la vascularisation et une amélioration en termes de douleurs pelviennes chroniques. Moi, dans ma pratique, ça permet aussi un éclairage et un travail psychosomatique sur toutes les pistes intrapsychiques. Ce travail est nécessairement pluridisciplinaire, hein, avec des gynécologues, des sages-femmes, acupuncteurs, psychologues, sexologues, et incluant systématiquement le coparent. Je n'ai pas noté, mais tout ce qui est diététique, avec, bien entendu, ça c'est pour limiter tous les process inflammatoires, ça me semble évident. Voilà, en tout cas, merci de votre attention.